Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celle-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com/métamorphose. Je vous appelle livementor, livementor.com/métamorphose. Merci. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, Parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ça y est, le test confirme ce que vous ressentiez peut-être déjà intérieurement. Vous êtes bien enceinte, alors prête à vivre les 9 mois les plus épanouissants de votre vie. Si de rares femmes la vivent comme un état de grâce, la grossesse est loin d'être un long fleuve tranquille. Entre bouleversements physiologiques et hormonaux, vous n'êtes en fait jamais totalement préparée à devenir maman. Sans compter la foule de questions qui vous viennent à l'esprit. Que se passe-t-il en moi ? Comment me connecter à mon bébé ? Vais-je supporter l'accouchement ? Vais-je pouvoir l'allaiter ? Et si je n'étais pas à la hauteur ? Aujourd'hui encore, les futures mamans croulent sous les interdits, les fausses croyances et les injonctions qui attendent d'elles qu'elles soient des Wonder Mothers. Et si vous faisiez de ce bouleversement de l'existence un grand moment de lâcher prise et de retour à vous ? Toutes ces questions, mon invité, journaliste santé et bien-être, professeur de yoga, les a entendues chez les femmes enceintes qui viennent suivre ces cours prénataux. Pour accompagner les hauts et les bas de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, elle a donc décidé de rassembler des astuces naturelles et des conseils avisés pour que toutes celles qui attendent un enfant puissent enfin choisir de devenir mère à leur manière. Bonjour Agatine. Bonjour Marion. Ravie de te recevoir pour parler de ce sujet très intéressant qui nous touche, nous les femmes, de près. Tu as reçu nombre de témoignages dans ton livre de femmes. Et à chaque fois, elles le disent, elles ressentent une immense émotion quand elles apprennent qu'elles sont enceintes. Et elles sont entre joie et angoisse, peur aussi pour les autres. Comment vivre au mieux ce bouleversement et comment le partager surtout avec les autres ? Comment l'annoncer, Agathe ? Alors l'annoncer, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, qui concerne le couple. C'est-à-dire que en France, on a l'habitude de dire qu'il faut attendre la fin du premier trimestre. Les 3 mois, la chape de plomb un peu. Exactement, parce qu'il y a ce risque qui est plus important de faire une fausse couche pendant le premier trimestre. Et donc, il y a comme une sorte d'idée que l'annoncer trop tôt, ça pourrait un peu porter l'œil. Voilà, enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent en fait dans la tête des femmes et en même temps, on est heureux donc on a envie de l'annoncer à tout le monde. Et en même temps, on a un peu peur que ça se passe mal donc on veut pas le dire. Après, moi, je pense que c'est un peu... ce truc des 3 mois, d'attendre les 3 mois. Bon, évidemment, c'est un choix personnel, mais dans le cas où ça se termine par une fausse couche... C'est une femme enceinte sur 10, je crois. Hein. Oui. Bon, après, c'est normal, c'est pas grave, c'est pas forcément grave, et ça veut pas forcément dire que ça va être compliqué après. Bon, c'est dans l'ordre des choses, mais
C'est important d'être accompagné à ce moment-là, peut-être de pouvoir le dire. C'est ça, en fait, aussi bien pour la femme que pour le conjoint. Et en fait, quand on est dans le silence et qu'on n'a pas appris, quand on ne l'a pas dit, c'est difficile d'arriver en disant « En fait, j'étais enceinte et j'ai fait une fausse couche ». Parce qu'on est triste et en même temps, on ne peut pas forcément partager on ne peut pas être soutenu, on ne peut pas partager ce malheur. Donc c'est un choix. Hein. Il faut vraiment faut réfléchir, mais en tout cas, le truc des 3 mois, on commence un peu à se dire bon, est-ce que c'est vraiment utile d'attendre 3 mois ? Est-ce que on n'a pas envie tout de suite de partager le bonheur avec nos proches et potentiellement de pouvoir se sentir soutenu et accompagné en cas de malheur entre guillemets. Alors en tout cas, on ressent déjà les premiers signes en soi pour la femme qui attend l'enfant. C'est tous les bouleversements hormonaux. Notre amie, la progestérone, c'est ce que tu dis dans ton livre. Alors il y a les nausées, je vais peut-être pas tout dire, mais la constipation, ça ce sont des vrais sujets très concrets. Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier aussi que c'est un bouleversement psychologique aussi, très très intense ? Parce que finalement, notre corps change de femme, c'est le regard sur soi qui change aussi. Est-ce que ça aussi, outre ces bouleversements hormonaux, c'est pas très important. Il faut l'aborder aussi. Bien sûr. Après, tout ce qui est physique, ça va être beaucoup plus facile d'en parler à l'entourage et au médecin. C'est-à-dire qu'on arrive en disant « j'ai des nausées, j'en peux plus ». Le médecin, il va trouver une solution. Il y a des médicaments qu'il est possible de prendre même en étant enceinte. On dit au médecin qu'on est constipé, il va nous conseiller peut-être des remèdes un peu de grand-mère ou des médicaments pour pouvoir solutionner ça. Le tourbillon des émotions, c'est plus difficile de le canaliser. Et même pour certaines femmes, c'est difficile aussi de l'avouer parce qu'elles vont passer d'un bonheur extrême à des angoisses terribles, des crises de pleurs sans forcément savoir pourquoi, des choses comme ça. Et du coup, c'est difficile d'en parler parce que même pour elles, c'est dur de comprendre ce qui se passe. Et puis effectivement le corps qui change, bon, au tout début de la grossesse, des fois c'est même une attente. Des fois il y a des femmes qui et ça ne vient pas parce que chacune est différente. En fonction des corps, il y a des femmes qui ont tout de suite un petit ventre et donc qui peuvent être fières d'avoir ce petit ventre, et puis d'autres qui vont l'attendre pendant 3, 4, 5 mois et donc ont envie que ça se voit. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui disent que bon, c'est difficile de prendre ce poids, de voir le corps changer, et puis on a plus de mal à se déplacer, on se reconnaît pas en fait. Mais comme pour tout, en fait, finalement, dans mon livre, le fil rouge, c'est quand même d'en parler, de ne pas rester seule avec ça. Et puis tu donnes aussi des conseils santé, astuces. Bien sûr. Au naturel, il y a plein de petites choses à faire. Alors, puisqu'on parle justement de ces bouleversements hormonaux, on pense aux nausées. Alors, moi, j'ai vécu ça, évidemment, et on pense aussi au travail. On doit continuer, quoi qu'il arrive, de vivre son quotidien les premiers mois. Il faut aller travailler avec ces nausées matinales. Et toi, tu as des solutions très concrètes, et notamment se lever, avant de se lever, manger, en fait. Ça, je ne savais pas du tout. Ouais, en fait, c'est le fait d'avoir le ventre vide, ça va accentuer cette sensation de nausée. Et donc, du coup, effectivement, une des astuces, c'est d'avoir toujours des petits encas sur la table de nuit. Et donc, avant de poser le pied par terre, de grignoter une banane. Alors souvent, dans les témoignages, la banane est quand même souvent revenue parce que ça cale et on a l'impression d'être assez vite calé, même de manger une demi-banane. Mais sinon, on peut avoir des petites amandes, des choses comme ça. Et de manger même 2-3 bouchées, juste pour pas avoir le ventre vide et pour pouvoir se lever et commencer la journée. Et toujours dans cette idée de pas laisser en fait l'estomac complètement se vider et de pas avoir cette sensation de ventre vide, de peut-être fractionner les repas, donc manger un petit peu tout le temps en fait, pas forcément comme on le fait habituellement 3 repas par jour et puis laisser un espace entre chaque repas. Là, c'est d'avoir toujours des petits encas sur nous pour éviter d'avoir cette sensation de ventre vide qui va renforcer les nausées. Après, on a aussi tout ce qui est gingembre. Voilà. La tisane de gingembre, ça marche bien. Et après, il y a les astuces. Et chacune, j'ai une des femmes qui a témoigné qui disait qu'elle, c'était la pomme. C'était la pomme. Voilà. Hallucinant, mais ça marche sur elle. Bon, effectivement. En fait, il faut écouter son corps. Hein, c'est ça, Agathe. Hein. Ça, c'est le secret. Enfin, le secret. Encore faut-il être justement en harmonie avec soi-même. Et ça, c'est toute l'idée de ce livre, de se retrouver. Alors, il y a l'acupuncture aussi que tu évoques pour les nausées. Ça peut être efficace. En effet, l'acupuncture, pendant la grossesse, ça peut être efficace pour pas mal de
petit mot, alors je mets les guillemets parce qu'on en reparlera peut-être, mais bon, c'est pas forcément des petits mots, mais pas mal des mots de la grossesse, donc notamment les nausées, le mal de dos, bon, il y a plein de... L'acupuncture peut être une solution assez efficace, ouais. Et puis il y a les suppléments, les compléments. Alors là, on le rappelle, il faut vraiment être suivi. C'est sur indication médicale. Pour tout ce qui est vitamines, je pense notamment à l'acide folique, évidemment. Alors ça, oui. De toute façon, le médecin ou la sage-femme va le prescrire. De préférence avant de tomber enceinte. Donc dès qu'il y a un désir de grossesse, il faut en parler avec soit le gynécologue, soit la sage-femme, soit le médecin traitant, de façon à ce qu'ils prescrivent ça. On peut le prendre sur une longue durée, donc même si on tombe pas enceinte tout de suite, c'est pas grave. Et puis si jamais il s'agit d'un bébé surprise ou si on n'a pas fait cette démarche, dès qu'on sait qu'on est enceinte, il faut demander à la personne qui nous suit, donc au personnel médical qui nous suit, de nous faire une ordonnance pour l'acide folique, ouais. Et post-accouchement, le manque de fer, souvent, ça aussi, c'est important. Souvent. Alors ça, pour le fer, même pendant la grossesse, parce qu'il y a un besoin accru, mais ça, il faut qu'il y ait une prise de sang pour être sûr de ne pas se supplémenter alors qu'on n'en a pas besoin. Donc le suivi médical et le choix, important. et ça on va en reparler, le choix des personnes qui nous accompagnent justement est essentiel. Et il y a autre chose aussi dans ta trousse magique, j'allais dire, pour tout ce qui est grossesse et même accouchement et puis postpartum, c'est le souffle et la respiration. Mais ça, c'est le secret de la prof de yoga que tu es. Oui. Mais il est vital. Bien sûr. Alors, il est vital pour tout le monde, qu'on soit enceinte ou pas. Vraiment. Plus encore, peut-être. Bien sûr, plus encore. Mais c'est quand même un message à faire passer, c'est que le souffle, apprendre à bien respirer, ça peut aider dans plein de situations. Mais effectivement, quand on est enceinte, quand on accouche, quand on a accouché encore plus, notamment on parlait des nausées, mais en cas de nausées intenses qui arrivent comme ça, le fait de se poser, de se tenir droite, de mettre les mains, une main sur la poitrine, une main sur le ventre et de respirer profondément, ça peut vraiment aider à calmer cette nausée qui monte là, ça peut aider à calmer. Donc faut pas hésiter à le faire et juste à essayer pour voir si ça marche sur nous. Souvent ça marche, mais faut vraiment essayer, ouais. Et au-delà de ça, se créer un lien avec bébé, en fait, avec l'être qui est en soi. C'est vraiment l'idée aussi. Ce temps de yoga, une méditation qui n'est pas toujours évident pour toutes les femmes, il permet aussi de créer un lien avec l'enfant. Bien sûr. Et puis, on le dit souvent, mais c'est vrai, une maman qui va bien, qui est reposée, qui n'est pas trop stressée, c'est un bébé qui va bien aussi. On parlait tout à l'heure de l'alimentation, et là, il y a aussi nombre de croyances limitantes qui enferment et culpabilisent la maman. Est-ce que j'ai le droit de manger ça ou pas ? Est-ce que ça va faire du mal à mon bébé ? Là, tu démontes un peu tout ça, et notamment au niveau de, je pense aux sushis et aux poissons crus, tout le monde, enfin beaucoup de personnes aiment ça. Au niveau des sushis, des poissons crus et même du fromage au lait cru, tu dis que les risques sont moindres, s'appuie sur des études. Voilà, c'est des statistiques, En fait, alors effectivement, en cas de risque, ça peut être grave. Et c'est pour ça que dans les recommandations, on va dire officielles, on va dire aux femmes, on évite parce que comme ça, on élimine tout risque. Après, les statistiques sont tellement faibles que c'est très culpabilisant en fait de dire aux femmes, on arrête tout pendant 9 mois. 9 mois, c'est long. Même si, et puis vous en avez très envie, sachant qu'en plus pendant la grossesse, on peut avoir des envies très, très intenses. Oui, les cornichons au chocolat. Voilà, des envies un peu bizarres, mais on peut aussi juste avoir envie de manger un bout de parmesan. Et ça, je pense que c'est important que les femmes connaissent ces statistiques de façon à ce qu'elles puissent choisir par elles-mêmes. C'est-à-dire que dans toutes les femmes que j'ai interrogées pour mon ouvrage, la plupart ont écouté les recommandations des médecins, mais j'en ai certaines qui disent « Ah bah non, mais moi, alors la charcuterie, j'adore ça, donc j'en mange. Les sushis, aucun problème. » Enfin, voilà. Et bon, il y a aussi la question du café. Bon, les professionnels commencent maintenant à être un peu plus ouverts sur cette question, mais pendant longtemps, on disait aux femmes le café, c'est pas bon parce que ça excite, donc c'est pas bon pour le bébé, il faut arrêter de boire du café. Bon. Moi, je bois du café tous les matins. Tout est une question d'équilibre. Si j'en bois pas, je suis pas bien du tout. Oui, et bien sûr. On est plein dans ce cas. Effectivement, boire 10 litres de café par jour, ça va pas être bon pour nous déjà. Donc
Donc, il faut essayer de trouver la mesure. Mais c'est pas une tasse de café qui va poser le moindre problème pendant la grossesse. Ce que tu dis, en fait, Agathe, c'est quand on est à l'écoute de son corps, le corps sait, en fait. Bien sûr. Il sait totalement. Alors, juste pour donner des chiffres, c'est horrible, mais on a une chance sur 100 000 d'attraper une bactérie en mangeant du poisson cru. Et on a presque plus de risques en mangeant une tranche de saucisson qu'un peu de parmesan sur les pâtes. Ça, c'était un clin d'œil, mais c'est une réalité. Bon, ça, c'était hyper intéressant de découvrir ça. Voilà, c'est les statistiques. Et une fois que les femmes ont ça en leur possession, à elles de faire leur choix. Et c'est important qu'elles puissent faire leur choix plutôt que ce qu'on leur dit habituellement, c'est-à-dire « il faut pas ». On leur dit même pas pourquoi, on leur donne pas, elles ont pas de données, c'est juste non. Alors, on va poser la question à la professeure de yoga que tu es sur ce fameux nom étrange, le périnée, cet endroit un peu particulier chez la femme qui siège au chakra racine, hein, c'est ça en fait, finalement, si on parle de yoga. On en parle beaucoup post-accouchement, parce qu'il y a tout ce qui est rééducation, il y a, 7 séances, non plus que ça même. Alors ça dépend, ça va dépendre en fait de l'état du périnée de la femme, donc une fois qu'elle a accouché, après 6 semaines, il est possible de commencer. C'est la sage-femme, en fonction de l'état du périnée, qui va définir le nombre de séances qui va être nécessaire. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à travailler son périnée avant, en fait? Bien sûr. Mais on ne le fait pas du tout, en fait. Il y a des méthodes que tu donnes dans ton livre. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que le périnée, effectivement, ce qui est assez fou, c'est qu'on en entend parler souvent, en tant que femme, uniquement pendant la grossesse, alors qu'on avait déjà un périnée avant. Voilà. Y a plein d'hommes qui pensent qu'ils n'ont pas de périnée, puisque comme ils ne vivent pas de grossesse, on leur parle pas de leur périnée. Et pourtant, c'est quand même un muscle qui est fondamental. Ça vaut pour vous, messieurs, aussi. Et ça vaut pour nous tous. Mais effectivement, donc c'est important d'en prendre conscience tout de suite, et même ça joue un rôle dans la sexualité, dans l'orgasme. Donc, dès l'adolescence, c'est important de savoir qu'on a un périnée. Et en plus, c'est très facile de le travailler au quotidien sans que personne ne s'en rende compte. Il y a des exercices de respiration, donc vraiment de contracter le périnée en l'aspirant vers le haut sur l'expiration. Avec le jeu du diaphragme, voilà. En fait. Donc ça met du temps, mais vraiment l'idée, pour commencer, avant d'être vraiment dans l'aspiration et de sentir que le nombril rentre et remonte avec le diaphragme, c'est simplement essayer de contracter toute la zone, comme si on se retenait d'aller aux toilettes, en expirant, et en inspirant, on relâche. Et au fur et à mesure, on pourra essayer d'aller un petit peu plus loin, en essayant d'aller au-delà de la contraction, d'aspirer le périnée, qui est en fait une sorte de maillage de muscles, comme un hamac, donc de faire remonter ce hamac vers le haut, et de bien sentir que le nombril rentre vers l'intérieur et remonte lorsque l'on expire, et on inspire, on relâche tout. Et ça, on peut le faire quand on fait la vaisselle, quand on prépare à manger, quand on est dans le métro, qu'on est debout et qu'on n'a rien à faire. Hop, on peut faire nos petits exercices de respiration associés avec le périnée. Tout en méditant. Tout en méditant, ouais. C'est fabuleux. Et puisqu'on parle de posture aussi de yoga, il y en a que tu préfères ou que tu dis en fait aux femmes qui viennent te voir en cours prénatal de faire régulièrement? Oui, alors, il y a plein de postures de yoga qu'on peut faire enceinte, hein, vraiment, quand on veut travailler sur son énergie. La posture accroupie, là, la posture accroupie, ça va être très bien, justement pour étirer toute la zone du périnée et pour ouvrir les hanches. Et c'est une posture qui est très efficace aussi en cas de constipation, qui est quand même une sorte un symptôme fréquent chez la femme enceinte. Donc on s'accroupit, en essayant d'avoir les pieds au sol. Si les talons ne touchent pas le sol, on va mettre des petits coussins sous les talons de façon à être bien à l'aise. On peut même, quand on commence à avoir un gros bidon et donc du coup un équilibre qui est un petit peu plus précaire, se mettre contre le mur pour être sûr de ne pas tomber sur les fesses. On va écarter les genoux, ouvrir les pieds, les orteils légèrement vers l'extérieur pour bien ouvrir les hanches. Et on s'assoit, donc on baisse les fesses. On peut mettre les coudes à l'intérieur des genoux, on essaye de garder le dos droit, donc c'est vrai que le mur c'est pas mal pour t'aider à garder le dos droit. Et puis on respire, on peut même, vers la fin de la grossesse, quand le corps est un peu lourd, on peut même s'asseoir sur un coussin, un bolster, une brique de yoga, de façon à être vraiment à l'aise, donc comme ça on est juste contre le mur, assis sur le coussin ou la brique de yoga, les genoux ouverts, les pieds écartés, et puis on respire. Et il y a d'autres postures comme ça qu'on peut faire, ou ne pas faire d'ailleurs quand on est enceinte?
Je pensais à la posture du chat, elle est pas mal aussi. La posture du chat, elle est super, notamment pour les femmes qui ont mal au dos, et c'est pareil, ça fait partie des symptômes qui sont assez fréquents. Concernant les postures qu'il ne faut pas faire, on entend souvent dire qu'il ne faut pas faire de torsion quand on est enceinte. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit en formation de prof de yoga. Surtout, faut pas faire de torsion aux femmes enceintes parce que ça comprime le ventre, ça presse et tout. Mais je crois que on sait pas vraiment pourquoi on leur dit ça. C'est juste qu'il y a une sorte de peur qui est ancrée et donc encore une fois, ça fait peur à tout le monde parce que le prof qui voit arriver une femme enceinte qui est pas forcément formée au yoga prénatal, qui voit arriver une femme enceinte et qui a prévu de faire des torsions, il sait pas trop comment réagir. La femme enceinte, si on lui propose une torsion, elle a peur. Donc non, on peut faire des torsions quand on est enceinte. Il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit des torsions légères, mais justement, ça peut faire beaucoup de bien au niveau du dos. Relâcher bien le bas du dos et même étirer un petit peu sur les côtés. Souvent, il y a une sensation d'être tendu, même au niveau des côtes, au niveau des flancs. Et donc, le fait de faire des petites torsions légères d'un côté et de l'autre, ça peut faire beaucoup de bien. Moi, je conseille souvent aux femmes enceintes de s'allonger. On écarte les bras. On peut surélever un petit peu le haut du corps si jamais c'est nécessaire, si elles ont du mal à respirer, en étant sur le dos. Et elles vont amener les genoux légèrement vers le ventre et relâcher les genoux d'un côté. On peut tourner la tête de l'autre côté. On reste quelques instants ici. Et puis on change de côté. Ça, c'est une torsion qui est légère, qui est adaptable en mettant des petits coussins sous les genoux, etc. Et c'est parfait, ça marche très très bien. On a le demi-pont aussi, qui est très efficace pour ouvrir la cage thoracique et pour dégager toute la zone du ventre, et ça fait beaucoup de bien. Très facile à faire, on n'est pas obligé de rester longtemps, on peut monter, respirer un petit peu, redescendre, monter. Enfin, en fait, tant qu'on se sent bien dans la posture, on ne s'interdit pas le sport du coup. Enfin, sauf mais oui, mais je pense que ça fait partie aussi des croyances limitantes où il faut arrêter de faire. Alors certains sports évidemment, je pense, mais dans la tête de certaines femmes, oui, il faut arrêter de bouger. Ouais, alors qu'il est recommandé aux femmes enceintes de faire de l'exercice 45 minutes par jour. Donc c'est vraiment pas le moment d'arrêter. Après, évidemment, si vous ne faisiez pas de running, vous n'allez pas vous mettre à faire du running étant enceinte. Mais il y a une étude qui a été faite sur des Danoises, je crois, justement, qui pratiquaient le jogging enceinte. Et une assez grande cohorte, pour que ce soit quand même une étude valide, qui a montré qu'il n'y avait pas plus de risques à courir en étant enceinte. Donc si vous sentez que vous êtes bien à faire du jogging en étant enceinte, continuez. Il y a un moment où ça va devenir un petit peu lourd. Oui, mais vous le sentirez. Oui, et puis dans les témoignages, généralement vers 5-6 mois, les femmes arrêtent parce que ça devient... Voilà, elles sont essoufflées aussi. Ça se fait naturellement. Il y a ce problème cette difficulté de souffle qui arrive assez tôt dans la grossesse, qui fait que c'est difficile de faire du cardio, mais vélo elliptique, on y va à son rythme, la marche. Sinon, très simple, on marche 30 minutes par jour. Mais qu'on soit enceinte ou pas, en fait, bien sûr, recommandé. Ça vaut. Tu parlais tout à l'heure de la torsion et des postures. La question se pose aussi quand on dort et les problèmes de sommeil, souvent parce qu'au bout d'un moment, justement, quand le ventre est plus lourd, la femme a du mal à trouver la bonne position. Et somme toute, on devrait toutes se faire offrir un coussin d'allaitement, parce que finalement, ça c'est magique, non ? Je pense. Ouais, c'est magique. Et il porte mal son nom, en fait. Parce que, oui, c'est vrai. Il est bien pour l'allaitement, effectivement, et il est fait... C'est en forme de U, donc il est fait de façon à ce qu'on puisse le mettre derrière le dos, et puis qu'il y a une des pattes qui passe sous le bras quand on allaite ou quand on donne à manger au bébé. Mais en fait, pendant la grossesse, c'est magique parce que il va aider tout le temps. Quand on est assise devant la télé ou en train de bouquiner pour trouver une bonne position... Et puis notamment, effectivement, quand on dort. Alors c'est vrai que quand on dort, là, pareil, on a souvent dit aux femmes qu'il faut absolument se mettre sur la gauche pour pas faire de malaise, etc. En fait, y a des femmes qui, jusqu'à la fin de leur grossesse, sont très bien de dormir sur le dos. Et c'est très bien. En fait, pourquoi on dit aux femmes enceintes de pas se mettre sur le dos ? C'est parce qu'au bout d'un moment, avec le poids du bébé,
ça peut comprimer la veine cave et donc du coup causer des sensations de malaise. Il y a des femmes qui ne ressentent pas ça. Donc s'il n'y a pas de malaise, et si elles sont bien sur le dos, qu'elles restent sur le dos. Si elles ressentent ça, elles peuvent se mettre sur le côté gauche ou le côté droit, peu importe, il faut qu'elles trouvent le côté qui leur convient. Et puis effectivement, on peut adapter la position. Donc là, souvent pour le conjoint ou la conjointe dans le lit, voilà, ça prend un peu de place avec tous les coussins, du jeu. Voilà, le coussin d'allaitement et tout. Mais effectivement, le coussin d'allaitement, il peut être utile pour mettre, quand on se met sur le côté pour dormir, pour à la fois se mettre entre les deux genoux, soutenir aussi le ventre, et puis poser le bras. Donc c'est tout en un, c'est magique. C'est l'idéal, c'est magique. L'arrivée de bébé, c'est un projet. Alors tu le disais tout à l'heure, Agathe, de couple. Et c'est un projet aussi dans le long terme. Et l'accouchement, le choix de l'accouchement, le choix du lieu de l'accouchement, alors ça, ce sont des tas de questions que les femmes se posent. Il est parfois compliqué parce qu'on a l'embarras du choix aujourd'hui entre, plus ou moins en France, hein, c'est vrai que ça commence, entre l'hôpital, la clinique privée, la maternité privée, l'accouchement à domicile, les maisons de naissance. Comment on fait là pour s'y retrouver en fait, Agathe ? Alors là, c'est pareil, je pense que quand la grossesse a été déjà pensée en amont, c'est des questions que les femmes se posent avant même d'être enceintes, pour certaines femmes. Et ça va être vraiment au choix de chacune, c'est-à-dire que donc il y a la maternité, soit dans une maternité privée, soit dans un hôpital public. Il y a la possibilité maintenant d'accoucher dans une maison de naissance. Donc la maison de naissance, ça va être une structure qui est rattachée à une maternité ou à un hôpital. En cas d'urgence, en fait. Voilà, pour jamais s'il y a une urgence. Et vous allez accoucher comme si vous étiez chez vous, mais dans une structure. C'est-à-dire que vous êtes dans une petite chambre, vous avez une sage-femme qui est là pour vous, vous avez les instruments, etc. Mais il faut savoir que ça va être un accouchement naturel. Il n'y a pas la possibilité d'avoir de péridurale. Il n'y a pas la possibilité d'avoir d'infusion, de perfusion, d'ocytocine, etc. Donc c'est un choix du couple. Il y a l'accouchement à domicile aussi qui est beaucoup moins répandu en France, notamment parce que le réseau de santé en fait n'est pas vraiment fait pour ça, contrairement à ce qui se passe dans certains pays limitrophes comme en Allemagne, comme les Pays-Bas, etc., où il y a beaucoup plus de femmes qui accouchent chez elles. Mais c'est aussi parce que tout est fait pour ça, c'est-à-dire qu'en cas d'urgence, il y a tout un réseau qui est mis en place pour que tout soit pris en charge de façon rapide, alors qu'en France, c'est pas encore développé de cette manière, et donc souvent le personnel médical est quand même réticent à ce que les femmes accouchent à domicile, sachant que dans le cadre de la plupart des accouchements à domicile, les femmes sont accouchées par une sage-femme. Alors, on ne sait jamais comment ça va se passer. Ça, c'est la seule certitude qu'on ait au niveau de l'accouchement. En revanche, on peut peut-être anticiper ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Ça, en tout cas, on peut le faire. Et je l'apprenais en lisant ton livre. On peut le faire depuis 2021. C'est le fait de dire je veux ou non une césarienne, je veux ou non une péridurale. Ça s'appelle comment d'ailleurs ? Ça, c'est le projet de naissance, je crois. Et donc, ça, c'est essentiel aussi de poser les jalons en amont avec l'équipe médicale qu'on a choisie pour nous accompagner. Ouais. Normalement, ça va. On en parle dans le parcours. Et si on vous en parle pas, il faut en parler. C'est-à-dire que c'est important que vous ayez des volontés spécifiques ou pas. En fait, c'est important de poser, même pour vous, pour votre couple, de mettre sur le papier en fait ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Après, évidemment, c'est dans le meilleur des cas. C'est important de dire au personnel médical, de le rappeler. Donc souvent, on en parle en amont lors des rendez-vous à la maternité avec la sage-femme. C'est important de revenir avec ce papier aussi le jour J, parce que on connaît aussi la situation des maternités en France. Les sages-femmes sont souvent surbookées. Oui. Et donc, c'est important d'avoir ça sur nous, pour nous se souvenir de ce qu'on voulait. Et puis pour pouvoir le sortir au moment venu.
Et pour que l'équipe médicale explique aussi s'il y a un changement, s'il arrive quoi que ce soit, pourquoi ils sont obligés de changer les choses. Donc, c'est un papier où on écrit ce qu'on voudrait. Effectivement, ça ne se passe pas toujours de façon idéale. Le marathon, comme dirait... Voilà, ce marathon ne se passe pas toujours de façon idéale. Mais quoi qu'il en soit, il est important de réclamer qu'on vous explique tout ce qui se passe. Tous les actes qui sont pratiqués sur vous et pourquoi on les fait. C'est important d'avoir confiance dans le personnel médical. C'est vital. C'est eux qui sont là au moment où quand même la venue de cet enfant arrive. Mais alors, moi, j'ai recueilli plein de témoignages. Alors, il y a des accouchements qui se sont pas bien passés, mais dans quasiment 100% des cas, les femmes, et ça c'est rassurant aussi, on dit par contre, j'ai été super accompagnée. Par contre, le personnel médical était super, les sages-femmes étaient super. Et ça, c'est important de le dire aussi. Et le papa, dans tout ça, il fait quoi ? Parce que du coup, la préparation à l'accouchement et le rôle du père sont aussi très très importants. Mais pareil, la préparation à l'accouchement, il y a multiples possibilités pour s'y préparer, qui sont magnifiques d'ailleurs. Les mères que tu as pu interroger, elles ont choisi quoi la plupart du temps ? Alors, il y a vraiment plein de choix différents. Il y en a qui ont décidé de suivre ce qui était proposé à la maternité, donc sans aller plus loin. J'ai un témoignage qui est très très intense de Letty qui a fait de l'autonomie avec ses deux enfants, pour ses deux enfants. Et pour elle, vraiment, ça a eu des conséquences extrêmement positives, non seulement sur la façon dont s'est déroulée sa grossesse, ses accouchements, et dans la façon dont sont ses enfants aujourd'hui. Et souvent, elle le dit, ah bah oui, mais ils sont comme ça c'est l'autonomie. Quelques mots sur l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est vraiment une pratique très spécifique qui est souvent proposée par des sages-femmes en libéral, qui se fait à deux, donc avec le conjoint ou la conjointe. Et en fait, ça va être des touchés sur le ventre, donc de la maman et du papa ou de l'autre maman, de façon à pouvoir communiquer avec le bébé. Et donc, c'est plusieurs séances pendant toute la grossesse, etc. Et en fait, par exemple, Laetitia explique que pour elle, elle a appris donc, avec ses touchés à communiquer avec son bébé et que parfois, pendant la grossesse, elle le sentait un peu bas, elle sentait que c'était lourd pour elle, qu'il avait une position. Et elle disait, moi, juste avec l'intention, je parlais à mon bébé, mais sans mots, de lui dire « remonte ». Et en fait... ça fonctionnait. Hallucinant. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc ça, c'est une méthode parmi d'autres qu'on peut choisir. Et là encore, il faut s'écouter. C'est vraiment le secret, c'est de revenir à soi, à ce projet de couple, à ce projet de maman et de papa. Exactement. Et puis, il y a le retour à la maison, Agathe, où là, c'est une vaste question, ça aussi. On rentre donc dans ce 4e trimestre, ce qu'on appelle le postpartum. Et ça secoue pas mal, ça peut secouer les parents, les relations, la place aussi que l'on trouve au sein de cette nouvelle relation qui s'établit. C'est un peu une métamorphose. Et j'ai lu qu'il y avait 79% des mamans et 72% des papas qui se disaient épuisés émotionnellement. Alors, comment, Agathe, préparer au mieux, vivre au mieux ce retour pour qu'il y ait de la douceur à la maison ? Le secret, c'est quoi ? C'est déjà... Le secret, c'est de se faire aider. De dormir. Alors, ce serait le secret. Malheureusement, c'est pas forcément possible. Donc évidemment, il y a toujours ce conseil essaye de dormir pendant que ton bébé dort. Bah oui, sauf que bon, nous, on n'est pas un bébé. Donc du coup, dormir 2 heures, se réveiller, redormir 2 heures, c'est pas forcément possible. Et en plus, les femmes ont plein de choses à faire. Et oui, et puis elles sont comme ça, elles ont besoin de faire. Oui. Et puis même, en fait, c'est aussi l'intendance d'avoir un bébé. Il faut faire les lessives, il faut pouvoir s'occuper de soi aussi. Donc prendre le temps de prendre une douche. Le nombre de femmes qui avouent « Ah bah non, mais moi, en fait, ça fait 2 jours que j'ai pas pris de douche parce que je n'ai pas eu le temps. » Donc c'est un conseil effectivement qu'il faudrait suivre, mais dans les faits qui est quand même difficile à suivre. Donc pour le sommeil, désolée, je n'ai pas de recette miracle. On essaye de dormir au mieux, mais bon, c'est vrai que après souvent
c'est juste les premières semaines. Et puis après on se cale, on trouve on se cale, le bébé se cale. Bon, c'est un rythme à trouver. Après, c'est un chamboulement qui est à la fois physique. Il y a les cicatrices visibles d'ailleurs. Bien sûr. L'épisiotomie si on en a une. Épisio, la césarienne si on en a une. Et puis, on a porté un bébé pendant 9 mois. On a accouché. C'est quand même, en fait, c'est quelque chose auquel on est habitué, nous, en tant qu'être humain. Mais quand on réfléchit, c'est quand même fou. Oui, c'est magnifique. Quand même fou. C'est la magie de la vie. La magie de la vie et du sacré de la vie, en fait. C'est fou. Oui, c'est ça. Et puis en fait on rentre, donc on est fatigué de tout ça, il faut s'occuper d'un petit être qui dépend uniquement de nous, s'endormir en essayant de se connaître parce que finalement la rencontre vient d'avoir lieu. Il faut aussi essayer de retrouver effectivement sa place par rapport au couple, que chacun trouve sa place aussi, parce que c'est pas forcément facile de trouver sa place pour le second parent, notamment quand la maman allaite. Enfin bon, tout ça, c'est un chamboulement énorme. Il y a un témoignage d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Marie, je crois, qui dit « j'étais une flaque ». Enfin, il y a cette image de son corps aussi. Ouais. C'est Alice, de son corps. Et ça m'a vraiment marqué quand elle m'a dit ça. J'ai l'impression d'être une flaque. Et ouais, et je pense que c'était à la fois l'image de son corps, mais aussi l'image de sa tête. En fait, que tout était complètement sans forme et on ne sait pas trop ce que c'est et on ne sait même pas en fait caractériser ce qu'on ressent, aussi bien dans le corps que dans la tête, parce que c'est un tel tourbillon que voilà, c'est la flaque. Et c'est pas grave, c'est normal. Par contre, il faut être vigilant à ce que ça ne bascule pas dans une dépression postpartum. La différence entre le baby blues qui peut durer quelques jours, 15 jours maximum, et qui est naturel. C'est normal, les hormones qui chutent. C'est toutes ces émotions, c'est normal. Et la dépression, il faut être vigilant, se faire accompagner. Alors tu l'as dit, la chose, on peut faire quelque chose, c'est qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais c'est vrai, et aujourd'hui on l'a un peu perdu de vue, sans doute dans nos pays occidentaux. On est seul quand on rentre à la maison, alors qu'ailleurs, je pense notamment aux pays asiatiques, il y a ce mois d'or où sont les belles mamans, les mamans qui prennent le relais, et où la maman est chouchoutée, elle est vraiment prise en main, elle dort, elle est réchauffée, on lui fait des bouillons. Oui, elle se lève même pas de son lit. En fait, Et ça serait une chose, alors qu'on peut peut-être pas faire chez nous, mais qu'on peut anticiper. Et tu dis, on peut déjà préparer des plats ou alors des bons aux amis. Venez, exactement. C'est génial ça. Mais c'est vrai que dans nos cultures, alors moi quand je parlais de ça. Quand j'ai interrogé mes témoignantes là-dessus, la plupart m'ont dit « Ah non, alors là, moi, ma mère, ma belle-mère chez moi, non merci. » C'est normal aussi. Parce qu'on n'a pas envie, on a envie d'être dans son cocon. Enfin, c'est plus trop dans notre culture d'être dans cette communauté de femmes avec les générations qui sont ensemble et tout. Ça, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Mais il n'empêche que... préparer ça avant la grossesse, donc faire des petits plats, demander à ce qu'on nous aide à faire le ménage, à faire la lessive. Quand quelqu'un vient pour voir le bébé, par exemple, une fois qu'il est né, lui dire en fait, est-ce que tu peux, j'ai une petite liste de courses, est-ce que tu peux en profiter pour faire quelques courses? Et puis, avant qu'il parte, lui dire... J'ai mon linge qui est dans la machine, là, depuis 1 heure. Est-ce que tu penses que tu peux l'étendre? Faut oser faire ça. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui nous aiment, qui ont envie qu'on soit bien. Ou est-ce que tu peux me préparer 2-3 petits plats? Parce qu'en fait, ce midi, j'ai pas eu le temps de manger et ce serait cool. Voilà. Et en fait, la plupart des gens, on arrive toujours avec des cadeaux pour les bébés, etc., mais finalement, on va avoir 15 000 fois la même grenouillère. On n'a pas forcément besoin de tout ça. On a besoin d'autres cadeaux. Des cadeaux en nature. Ou même si les 2 parents sont très fatigués, de dire est-ce que tu veux que je vienne une nuit? Et comme ça, moi, je m'occupe du bébé. Même si la maman allaite, je me lève, je le change, je te l'amène, je te le reprends. Enfin, il y a 1000 façons de demander de l'aide et d'offrir son aide aussi, parce que finalement... L'idée, c'est de dire aux femmes qu'il faut oser demander de l'aide, mais il y en a qui n'osent pas. Mais peut-être que de sensibiliser aussi l'entourage au fait que si elles n'osent pas, moi je vais arriver en disant « Tiens, je t'ai fait des courses. Tiens, attends, dis-moi, je vais te faire un peu de ménage. » Voilà, d'avoir cette idée, en fait, d'aider de cette manière.
Et ce que j'entends là, c'est que ça ne concerne pas que la maman, ça concerne aussi le papa, parce qu'on l'oublie, mais lui aussi, il y a une charge mentale différente, mais qui est importante. Donc ça peut le soulager, lui aussi. Il prend le relais, évidemment, mais il ne peut pas tout le temps prendre le relais. Pas tout le temps. Alors, surtout que les congés paternité, bon, ça va mieux, mais c'est pas encore ça, 28 jours. Voilà, en France, c'est pas encore ça. Oui. Il y a beaucoup de pères qui... au sein de l'entreprise, qui peuvent pas en fait partir comme ça du jour au lendemain. Donc ils sont obligés de différer. Moi, dans mes témoignages, j'ai eu pas mal de cas comme ça, de pères qui ont pu prendre leur congé paternité, mais plus tard, quand l'enfant avait 2-3 mois, parce qu'au travail, c'était pas possible de dire « Ah bah en fait, je pars demain et je ne suis pas là pendant 1 mois ». Bon, c'est dommage. On va y venir peut-être. On va y venir. Il y a beaucoup de travail encore à faire en France là-dessus, comparé notamment aux pays nordiques. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Et du coup, la maman se retrouve dans cet état émotionnel fou, au niveau corporel encore pas en forme, à devoir gérer ce petit être qu'on doit apprivoiser, qu'on doit apprendre à connaître, souvent seul. Et donc c'est là aussi que les proches peuvent avoir leur rôle à jouer. On va mettre fin d'ailleurs à un mythe tout de suite, c'est que l'instinct maternel n'est pas naturel. Et ça, il faut le rappeler pour déculpabiliser les femmes. Et je pense notamment à l'allaitement. Il y a des choses qui se font rapidement, naturellement. Et puis, il y a des choses... Ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est pas une obligation, allaiter aujourd'hui. Non, c'est pas obligé. C'est l'idéal, sans doute, mais... Alors, si, en termes de santé, on peut pas dire le contraire. C'est idéal. Je l'entendais encore ce matin à la radio. C'est meilleur pour la santé de la mère. C'est meilleur pour la santé du bébé. Ok. Mais il y a des femmes qui n'ont pas envie d'allaiter pour des raisons qui leur sont propres. Il y a des femmes qui ne peuvent pas pour plein de raisons, qui vont essayer, qui vont pas réussir, qui ne peuvent pas, voilà, parce qu'elles savent qu'elles peuvent pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et bon, le personnel médical est quand même assez ouvert souvent là-dessus. Parmi les témoignages, j'ai eu à peu près autant de femmes qui ont décidé d'allaiter que d'autres qui ont dit bah non, et en fait j'assume ce choix et on est content parce que c'était un choix de couple et on est content de l'avoir fait parce assumer, ça c'est le mot clé. Oui. Parce qu'on avait décidé que c'était ce qui était le mieux pour notre famille à ce moment-là. Et peut-être qu'il y aura un deuxième et qu'elles auront envie d'allaiter, mais il faut pas culpabiliser. Et en plus, l'allaitement, l'allaitement c'est super, et le fait de pouvoir donner le biberon, ça permet aussi à l'autre parent de prendre sa place, de pouvoir nourrir le bébé rapidement. Ça peut être très bien aussi. Et en France, le lait maternisé est de bonne qualité. Donc il faut faire ce qu'on pense être le mieux pour nous. Pour finir, on va peut-être évoquer justement, et on en a parlé, le rôle de la sage-femme, parce que pour le coup, elle accompagne avant, pendant et après là-dessus. Ouais. Et il y a autre chose aussi, on parle de plus en plus des doulas, ça c'est des choses différentes, mais elles peuvent aussi nous accompagner, nous parler peut-être de ces deux rôles qui font écho, plus ou moins, Agathe. Oui, alors c'est vraiment deux rôles différents. C'est-à-dire que la sage-femme, c'est une praticienne de santé, et puis maintenant les sages-femmes, elles ont un rôle dans toute la vie de la femme, c'est-à-dire qu'elles peuvent... suivent, donc évidemment elles suivent la grossesse, elles suivent le postpartum, l'accouchement, etc. Mais elles peuvent nous suivre pendant toute notre vie de femme pour le suivi gynécologique. Donc voilà, elles peuvent donner beaucoup de conseils, elles peuvent prescrire de la contraception. La doula, ça va vraiment être une femme donc, qui a une formation spécifique dans l'accompagnement de la maternité, donc de la femme enceinte et puis de l'après, et qui va être en soutien. Et donc finalement, bon, en France encore, c'est pas forcément accepté que la doula soit là pour l'accouchement, par exemple, mais elle pourrait être là pour l'accouchement, pas pour accoucher la femme, parce que ça c'est le rôle de la sage-femme bien sûr, mais pour être là pour l'aider dans certaines postures, à faire des petits exercices pour aider le travail, pour la rassurer, pour être complémentaire en fait au travail de la sage-femme. Il y a un côté sacré un peu avec la doula peut-être. Oui, beaucoup plus. C'est moins médicalisé, c'est une démarche qui est spécifique, la démarche de faire appel à une doula. Et bon, en France, le personnel médical n'aime pas trop encore parce que il y a une sorte de peur que cette personne qui n'a pas de formation reconnue médicalement
prennent une place qui n'est pas la sienne. Alors que vous interrogez une doula, elle va pas du tout se poser à la place de la sage-femme. Elle va vraiment dire que son rôle est complémentaire et c'est vraiment un accompagnement dans la parentalité, du début à la suite. Mais ouais. Et c'est le rôle aussi, Agathe, de ce livre, accompagner la mère et le père depuis la grossesse jusqu'au postpartum. On ne naît pas mère, on le devient. On ne naît pas père, on le devient aussi en apprenant. C'est un chemin initiatique. Cela nécessite de beaucoup de douceur, de la bienveillance vis-à-vis de soi-même, de se laisser du temps aussi et surtout de se faire confiance pour trouver ce qui nous convient, ce qui fonctionne pour soi, pour son bébé aussi. Tout va bien se passer, on va le dire, aux mamans qui attendent Bien sûr. un enfant, aux femmes enceintes. Merci Agathe Tine, merci beaucoup d'être venue partager ces conseils et ces astuces bien-être naturel à retrouver dans ce livre Devenir mère à ma manière. Ça c'est l'essentiel, c'est le cœur. Et c'était aux éditions Erol. À très bientôt Agathe, merci. Merci Marion. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.